Salut, c'est Toyako. Et aujourd'hui, je vais vous parler des personnages qui, pour moi, ont le plus souffert. Donc, je vais pas faire de top parce que je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Je ne peux pas me permettre de comparer ces souffrances, parce qu'il y a des souffrances physiques, des souffrances plus mentales. Il y a un peu de tout et je me vois pas les classer en fait. Et donc, je vais juste les lister un peu dans l'ordre dans lequel ça m'est venu. Il y en a sûrement auxquels vous allez penser que je n'aurais pas cité, donc peut-être que moi ça m'a pas marqué, ou tout simplement parce que je ne les connais pas. Mais vous allez voir, il y a quand même du très lourd. Ne vous inquiétez pas, je préviendrai pour les spoils si vous n'avez pas envie de savoir ce qui est arrivé à ce personnage. Alors, on commence tout de suite avec un personnage très très connu. C'est, je pense, un de mes personnages préférés, tout confondu. Et je parle de Itachi dans Naruto. Donc, je pense que beaucoup vous connaissez son histoire. Si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas, que ça n'intéresse pas, enfin, ceux qui ne veulent pas se faire spoil, parce que franchement, c'est intéressant de rester sinon, je vous mets un petit timecode, vous pouvez passer ce passage. Donc, Itachi, c'était donc un ninja de Konoha qui, dès l'âge de 4 ans, il est allé sur un champ de bataille, son père l'a amené et il a vu les horreurs de la guerre. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit qu'il ferait absolument tout pour la paix. C'était un génie du combat et très vite, il a eu beaucoup de responsabilités dans la chaîne de commandement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 13 ans, il a dû prendre une décision absolument horrible. Celle de soit décimer son clan, soit de les laisser s'entretuer avec le reste du village. Itachi est quelqu'un d'intelligent, il sait ce que c'est la guerre, il a dû faire le choix terrible de tuer tous les membres de sa famille et de son clan. Et en fait, au début, sa première victime, c'était comment, Izumi, je crois qu'elle s'appelait. C'était la jeune fille qui était amoureuse de lui, donc il avait beaucoup accompagné dans sa jeunesse. Et il savait qu'elle était amoureuse de lui. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a plongée dans un genjutsu merveilleux où ils vivaient ensemble heureux jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux. Et c'est comme ça qu'il l'a tuée. Donc elle n'a pas souffert. Mais lui, si. Est-ce que ses parts étaient là derrière? Il a dû tuer les autres membres de son clan. Bon, il n'était pas tout seul, ils étaient deux. Mais c'est quand même lui qui a dû tuer ses parents. Et au moment de passer à l'acte, ses parents, ils étaient de dos. Je pense que vous avez tous la scène en tête. Ils étaient de dos, ils lui ont dit on est très fiers de toi. Et voilà, ils comprennent et ils se battent pas en fait. Et donc ils tuent ses parents. Et dans tous les gens qui devaient tuer, qui devaient rayer de la liste, il y en a un qui l'a pas pu faire, c'est son petit frère, Sasuke. Donc à la place, il en a fait on va dire un ennemi qui un jour viendrait pour le tuer. Donc il a fait en sorte que Sasuke le déteste. Donc ça aussi c'était terrible parce que Sasuke c'était celui qu'il aimait le plus en fait. Et par-dessus le marché, donc Itachi est passé pour un traître du village qui a tué tout le monde. Il est parti et il a infiltré l'Akatsuki pour pouvoir les surveiller, pour savoir s'ils n'allaient pas faire du mal à Konoha. Donc il est passé pour un traître, alors qu'en fait il a tout fait de A à Z pour protéger Konoha. Et c'est les grands pontes du village qui, eux, ont récolté les fruits. Hein. Donc je parle bien sûr du troisième Hokage et de Danzo. Hein. Ah, on les oublie pas ces deux-là. Donc voilà, moi je pense que Itachi, il a jamais été félicité pour tout ce qu'il a fait. Même son frère, au final, il a appris la vérité que après sa mort, après l'avoir tué ses propres mains. Donc Itachi, il a jamais pu récolter les lauriers de tout ce qu'il a fait et il s'est sali les mains alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était la paix. Donc je trouve que son histoire, elle était vraiment, vraiment touchante. C'est pour moi une des plus belles choses qu'il y a dans Naruto et c'est ça qui fait que j'ai vraiment adoré le manga. Pour le second personnage, je préviens, c'est du gros gros spoil. Je vais parler de Gintama. Donc, si vous n'avez pas regardé, s'il vous plaît, ne vous faites pas spoil parce que c'est quelque chose qu'on apprend très loin dans l'histoire. Donc voilà, passez à la séquence d'après. Donc pour ceux qui ont décidé de rester parce qu'ils connaissent ou parce qu'ils sont trop curieux, je parle de Gintoki. On va parler de quelque chose qui m'a tellement bouleversée que j'ai pleuré pendant des heures. Hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour m'en remettre. C'était psychologiquement, c'était très très dur. Donc pour ceux qui ont vu, je parle bien sûr de la révélation qu'on a eue
dans l'arc Shogun. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, déjà, ça nous explique plein de choses sur Gintoki et pourquoi il a autant de culpabilité et de solitude. Donc c'est des choses où on a eu des indices tout au long de l'histoire, grâce à des scènes du manga, des scènes écrites par l'auteur, mais aussi par des petits indices qui ont été laissés par le studio d'animation. Et je parle beaucoup des openings, parce que dans les openings, il y a des paroles et des scènes qui font vraiment sens une fois qu'on comprend ce qui s'est passé. Donc, il a fait quelque chose de terrible, Gintoki. Et pour vous imaginer, je vais vous reparler d'une petite scène dans Hunter x Hunter qui, au tout début de l'histoire, le premier test de l'examen Hunter, c'était une question. La question, c'était tu dois choisir entre ta mère ou ta sœur. Tu dois choisir laquelle des deux va vivre. Et la réponse pour passer l'examen, pour passer à l'étape d'après, était de ne pas donner de réponse. Et ce qui se passe, donc ils y arrivent, le groupe de Gon, mais Gon après il dit ouais, mais si dans la vraie vie ça nous arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on peut pas ne pas répondre. Et c'est ce que Gintoki il a fait. Il a répondu. Et entre choisir son maître ou les disciples de son maître, donc ses camarades, Shinsuke et Katsura, il a décidé de tuer son maître, Shoyo. Donc c'était absolument horrible comme scène, parce que, en fait, il a limite pas hésité. Il est allé, il lui a coupé la tête tout en pleurant, en souriant. C'était très très fort. Et en fait, on sait que c'était ça, le Bushido de son maître et de Gintoki, c'était de les protéger eux. Le maître, c'est ça qu'il aurait voulu que Gintoki fasse, c'est ce que Gintoki a fait. Et derrière, ça explique toutes les, tout le conflit en fait entre Shinsuke et Gintoki. Pourquoi Shinsuke il détestait pas Gintoki en fait, c'est juste que lui à sa place il se dit qu'il aurait jamais pu faire quelque chose pareil. Il s'en veut tellement d'avoir été la personne qui a entre guillemets coûté la vie de son maître. Enfin, c'est très complexe, mais bon, ça explique pour Shinsuke. Et derrière, pour Gintoki, après ça, il s'est retrouvé seul parce que donc Shinsuke n'était plus là. Katsura, lui, il est parti dans des délires encore plus extrémistes et Gintoki lui a quitté la guerre. Donc il avait à peu près 17 ans. Au début, Gintama, il a 27 ans quand il forme les Yorozuya. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait toutes ces années? Il était seul. On a vu quand il a croisé Otose, le gars il était mort de faim, il était seul. Donc il a vécu, ben voilà, je me répète, mais énormément seul. Et en plus de ça, il a porté ce fardeau sur lui. Donc pas étonnant en fait qu'il ait une hygiène de vie pareille, qui picole souvent, qui fasse beaucoup de jeux d'argent, des choses comme ça. C'est peut-être un prota de shonen, mais avant tout c'est un humain qui a beaucoup, beaucoup souffert. Et donc les petits indices qu'on avait eu dans l'histoire, c'était par exemple au tout début, quand Kagura et Shinpachi s'étaient fait kidnapper. C'est vraiment dans un des premiers épisodes. Il n'avait pas réussi à les sauver. Et Katsura l'avait ramené parce qu'il s'était blessé. Il l'avait ramené chez lui. Et Gintoki il a fait un cauchemar où il y avait plein de zombies, des squelettes, quelque chose comme ça, qui lui disaient t'as jamais réussi à sauver personne, tu n'y arriveras jamais. Donc ça faisait bien sûr écho à ce qu'il avait fait et au fait de ne pas réussir à les sauver eux. Et il s'est réveillé en criant. Et Katsura, il est venu en disant ah, tu rêves du passé. Enfin, t'as fait un cauchemar par rapport au passé. Et au tout début, tu entends ça, tu fais pas forcément le lien. Enfin, tu arrives pas à savoir exactement ce qui passait. Après, tu sais qu'il est dans la guerre, tu dis juste qu'il a vécu des horreurs de la guerre. Mais là, en fait, c'est tellement fort. Et derrière, après, il y a eu l'arc avec la Shinigami, et là aussi, quand on revoit cet arc, après connaître la vérité sur Gintoki, ça a tellement plus de sens. En plus, Gintoki, on ne sait pas tout sur lui, il y a une très grosse part d'ombre de son enfance. Shoyo, il l'a trouvé, il était au milieu des cadavres, il avait même ce surnom de démon mangeur de cadavres, parce qu'en fait, il essayait de choper la nourriture sur les cadavres de la guerre, et il survivait comme ça. Pour en arriver là, c'est vraiment le pauvre gosse, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et il y a autre chose aussi qui donnait un peu des indices voilà, sur le passé de Gintoki. C'est bon, déjà, il fait tout le temps des blagues sur la mère, le machin, des trucs comme ça. Maintenant, on se demande, est-ce qu'il a vraiment une mère? On sait pas. Et c'est surtout la scène avec Umibozu, dans le premier épisode où il apparaît. Donc, Umibozu, le père de Kagura. À la fin de l'épisode, il parle de famille, et il dit que c'est souvent ceux qui n'en ont pas qui comprennent le plus ce que c'est et son importance. Et cette phrase, elle m'avait vraiment beaucoup marqué, et je m'étais dit, qu'est-ce qui lui est arrivé à Gintoki en fait? Qu'est-ce qu'il a eu?
Et voilà, en plus, il dit, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une famille comme. Très forte cette histoire, moi elle m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et c'est pour ça que j'aime autant Gintoki. Alors, pour le prochain, je vais parler d'un personnage de One Piece. Il y en aura d'autres dans cette liste. Mais j'ai voulu parler de celui-là en premier parce que je sais pas s'il est souvent évoqué dans ce genre de personnages qui ont souffert. Donc là, on n'est pas trop sur de la souffrance physique, c'est plus une souffrance psychologique. Et je parle de Brook. Donc Brook, pour moi, pareil, voilà, là on parle de solitude, mais puissance 10 000. Le gars, il a vécu seul pendant 50 ans. Il a vu la mort de tous ses potes. Après, il est mort. Il est revenu à la vie en sorte de cadavre, un squelette, quoi. Euh, en se disant qu'il a plus qu'un ami qui est peut-être encore en vie, et il ne sait même pas. Et il doit tout faire pour essayer de le retrouver. Mais en attendant, il est seul. Il est seul, et puis à un moment, il a même perdu son nom, donc il pouvait même pas aller au soleil. Il était très limité en mouvement. C'est terrible. Et en plus, là, il a trouvé des gens. Il va sûrement bientôt retrouver la boune. Mais après ça, il va leur survivre. Et il va à nouveau perdre tout le monde. Et ça, c'est très tragique, en fait. La vie de Brooke. Il peut même pas se suicider, en fait. Donc il va devoir vivre des séparations, encore et encore en fait. Pour le prochain, je vais à nouveau citer un personnage de Naruto. Je vais parler de Kakashi. Donc Kakashi, dès son plus jeune âge, il a quand même pas mal vécu, déjà avec son père, qui est revenu d'une mission et a suscité beaucoup de mauvais regards et de critiques, et qui lui a même fini par se... Il a fini par se suicider à cause de ça. Kakashi a beaucoup subi du sort de son père. Ça lui a même fait se remettre en question sur son état d'esprit de shinobi, etc. Derrière, ça a été à nouveau chamboulé avec Obito, ce qui est arrivé à Obito, qui lui a transmis son Sharingan. Donc là, c'était un des plus beaux héritages, mais en même temps, c'était quand même un fardeau à porter, parce que derrière, il fallait assumer et lui faire honneur. Pas longtemps après, donc il veut faire honneur à Obito, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, de ses propres mains, il tue la fille dont son meilleur ami était amoureux. Alors oui, bien sûr, il n'a pas fait exprès. Enfin, c'est pas qu'il a pas fait exprès, mais il n'a pas voulu la tuer. Elle s'est jetée sur lui. Mais c'est quand même sa main, en fait, qui l'a tuée. Et après, je me rappelle, il y a cette scène où il essaie de se laver la main. Il y a plus de sang dessus, il essaie de se laver la main. Il dit, ça part pas, ça part pas. Ah, et c'est trop terrible. Derrière, il perd Minato, et on comprend en fait au début de l'histoire, donc quand il est adulte et Sasuke, il a toute sa réflexion par rapport à son frère et tout, et Kakashi, il lui parle de lui-même, et il lui dit que lui, il n'a plus personne, en fait. Et ouais, il n'a plus personne, il a perdu tellement de monde, et de manière tellement terrible. Beaucoup plus tard, en plus, il retrouve son ancien meilleur ami, et c'est devenu un gros enflure et tout. Enfin bon, moi je trouve que Kakashi, il a quand même pas mal souffert entre cette culpabilité pour Rin et plein de choses par rapport à Obito. Gros respect à lui parce qu'il a pas mal tourné quand même, hein. Et niveau physique, il y a quand même une scène que Kakashi a subie qui est un peu hardcore, je trouve. C'est quand Itachi, il a fait un petit tour au village et qu'il l'a foutu dans un genjutsu qui a duré une seconde, mais en fait c'était 72 heures de torture, de mort en boucle comme ça. Ouais, ça, je pense que ça devait être costaud quand même. Pour le prochain, je pense que je vais parler de celui dont tout le monde attend. Celui qui ne peut que être dans cette liste, et c'est bien sûr Guts de Berserk. Donc là, franchement, il y a eu tellement de choses dans sa vie que je sais même pas en fait si je vais réussir à tous vous les ressortir, et franchement, ça va être très dur. Alors, Guts, qu'est-ce qui lui est arrivé? Déjà, il est né du cadavre pendu de sa mère. Voilà. Le bébé, il est plein de sang, là, il y a un groupe qui est arrivé, ils se sont dit: «Oh OK, le bébé il est mort». Il y a une femme, elle a compris que non, donc elle s'est dit: «Bah moi je vais le garder, je vais m'en occuper». Donc la seule personne qui veut s'en occuper, qu'est-ce qui lui arrive? Bah 3 ans après, elle meurt. Après, donc il y a le mercenaire qui était avec elle, Gambino, qui dit: «Bon bah OK, maintenant je vais m'en occuper, hein». Et quand il avait 6 ans, il lui a déjà commencé à lui apprendre à manier l'épée, et à 9 ans, il l'a invité à rejoindre sa troupe de mercenaires. Et quel cadeau il lui a fait pour son premier soir dans la troupe? Et ben il l'a vendu à un autre mercenaire pour une nuit. Et donc c'était Donovan, hein, ce charmant monsieur, qui est venu et lui a dit que c'était
son père, hein, parce que Gambino c'est un peu comme le père adoptif de Guts, c'est ton père qui t'a vendu. Et lui, il le croyait pas, et le lendemain, enfin voilà, après il l'a chopé et il l'a tué. Des années sont passées, Gambino, au moment, bon, il est un peu parti en cacahuète, hein, je crois qu'il s'était blessé, enfin bon. Et là, il a commencé à tout avouer à Guts qu'en fait, qu'il l'aimait pas, que c'est lui qui l'avait vendu à Donovan. Il a essayé de... Enfin, il a été vraiment violent avec lui, hein, physiquement, verbalement, et Guts s'est défendu et il l'a tué. Donc là, il avait qu'une personne dans son monde, et il apprend que c'était une enflure, et il a été obligé de le tuer en plus. Donc déjà, le gosse, là, il a un niveau de souffrance, c'est chaud, hein. De ce qu'il a suivi de Donovan, il développe de l'aptophobie, voilà, donc la peur d'être touché par quelqu'un, ce qui se comprend. Tout le monde lui en veut, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est forcément lui, parce qu'il a des origines très sombres, etc. Donc voilà, il subit tout le monde. Finalement, bon, le gars, il enchaîne les combats, il est tout le temps en train de se battre, de tuer des gens, etc. Finalement, il rencontre la troupe du Faucon, donc qui fait la merveilleuse rencontre de Griffiths. Et surtout, la belle rencontre de Casca, qui va être un vrai soutien affectif. En fait, c'est là qu'il va découvrir l'amour, qu'il va vraiment avoir quelqu'un pour lui, et quelqu'un de bien pour lui, en fait. Forcément, il y a eu quelque chose qui a tout gâché, et c'est qui? Bah, c'est Griffiths avec l'éclipse. Je vais pas aller trop en détail, mais pour résumer, tous ses potes se sont fait sacrifier, et sa femme, Casca, a été violenté sous ses yeux. Il ne pouvait rien faire parce qu'il était retenu. Il s'est arraché le bras, il a perdu son œil. Mais il a été impuissant. Il a vu tout de ses yeux, comment son meilleur ami l'a trahi de la pire des manières en faisant la pire des choses à sa femme sous ses yeux. Après l'éclipse, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Non. Maintenant, ils ont la marque maudite tous les deux. Et ils subissent inlassablement chaque nuit des attaques de démons. Moi, à ce point-là, franchement, j'avais arrêté la lecture, hein. C'était terrible. J'ai fait une pause, sérieusement, pendant plusieurs mois parce que c'était trop horrible. Bon, mais j'ai repris quand même parce que l'histoire est incroyable. Et en fait, derrière, ça s'arrête pas. Elle ose même plus l'approcher parce qu'elle l'associe à son traumatisme. Après, il y a toute cette histoire de démon intérieur que Guts a, qui à un moment a pris le contrôle sur lui et il a agressé Casca. Et là, du coup, il est devenu son pire cauchemar, en fait. C'est vraiment le cercle vicieux de la victime qui devient l'agresseur. Et pour lui, Casca, c'était la personne la plus importante, c'est celle qu'il devait protéger. Et là, il lui a fait du mal. Et là, il s'est dit que ça va peut-être y arriver, en fait. Donc, Guts, qu'est-ce qu'il doit faire, en fait? Est-ce qu'il doit rester avec Casca? Est-ce qu'il doit rester loin d'elle, la protéger loin d'elle? Enfin, tellement, tellement compliqué son histoire. Bon, après, il y a bien sûr toutes les autres péripéties, l'armure du berserker, les dizaines de fois où il a frôlé la mort. Guts, on est, on est plutôt bien en termes de souffrance, hein. Ensuite, je vais parler d'un personnage qui, je pense, là, n'est pas très connu. C'est Mother Sarah. Donc, du manga éponyme. Oui, Mother Sarah. Malheureusement, je l'ai lu en streaming il y a quelques temps et je n'arrive pas en fait à acheter le manga parce qu'il n'est plus disponible en neuf et les occasions sont très très chères. Et il y a non plus pas beaucoup de contenu, donc je vais pas pouvoir aller trop en détail sur ce qui s'est passé dans Mother Sarah, mais je vais reparler d'un événement qui m'a traumatisée et il fallait que j'en parle en fait dans cette vidéo. Donc Mother Sarah, ça se passe dans un monde post-apo, un peu ambiance au Kutunken, et on a Sarah qui a son bébé et qui a été séparée de ses 3 autres enfants. Donc elle, son but, c'est de tout faire pour les retrouver. Donc elle est badass, elle sait se battre, elle fera tout, elle avancera toujours, toujours, toujours pour les sauver. Donc bon, déjà voilà, c'est un monde militaire, donc il y a beaucoup de conflits avec des soldats. Elle a subi pas mal de choses. Mais pour moi, le pire truc qu'elle a fait, qu'elle a subi, c'est qu'en fait, à un moment donné, elle était cachée avec plein d'autres gens. Il y avait des soldats qui allaient les trouver. Et s'ils les trouvaient, ils allaient les tuer ou les prendre en esclaves. Qui sait, quoi. Et donc, il fallait surtout pas qu'ils se fassent trouver. Et là, son bébé s'est mis à pleurer. Vous sentez arriver là le truc. Et du coup, pour cacher le bruit de son bébé, elle a collé sa bouche sur la bouche du bébé. Et sauf que les soldats, ils étaient toujours pas très loin. Donc elle est restée comme ça, encore et encore, jusqu'à ce que les soldats partent. Sauf que son bébé est mort. Et il y a vraiment cette scène horrible où elle est en train de pleurer et en train d'empêcher son bébé
de pleurer en fait, de faire du bruit, parce qu'en fait, s'il la trouve, donc déjà tout le monde va se faire tuer, elle va se faire tuer, et du coup, elle pourra jamais retrouver ses autres enfants, elle pourra jamais sauver ses autres enfants. Et c'est terrible parce qu'elle a fait un choix que personne ne devrait faire en fait. J'arrive même pas à imaginer comment l'auteur a eu une idée pareille, c'est juste dingue. Le prochain personnage dont je vais parler est un de mes personnages préférés. C'est Ash de Banana Fish. Donc, tu connais peut-être pas, je vais te faire une petite portion sans trop te spoiler, et après j'irai dans le vif du sujet, tu pourras skip. Donc Ash, c'est quelqu'un qui a énormément souffert de A à Z. 99% des gens qu'il a rencontrés lui voulaient du mal, attendaient des choses pas très nettes de sa part. Malheureusement, sur aucun plan ça va, sa vie va être terrible. C'est quelqu'un qui a eu de l'espoir à un moment dans sa vie, mais avant ça et après ça, il a beaucoup, beaucoup souffert. Et je vous invite à découvrir cette histoire. Donc maintenant, je rentre dans le vif du sujet, donc dégage, si tu connais pas Banana Fish. Donc qu'est-ce qui se passe? Ash, au début de l'histoire, il se fait accuser d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il vient juste d'avoir 18 ans, donc il va en prison. On apprend que la personne qui est morte, c'était quelqu'un qui l'avait, on va dire, agressé, hein, faut pas dire les mots. Et les policiers s'en servent contre lui en disant que c'est sûrement un motif pour tuer la personne. Ouais, je comprends, mais Ash n'a rien fait en fait, et donc il se retrouve en prison. C'est un peu le beau gosse blond, jeune, et donc forcément il est pris pour cible en prison. Scuff qui va, par un concours de circonstances, il va du coup vendre son corps pour arriver à ses fins. Derrière, on apprend qu'il a un frère un peu handicapé, quoi. Le gars, il était militaire, sauf qu'un jour il a pété un plomb, il a tué toute son unité, il est revenu, et depuis il sait juste dire banana fish, et rien d'autre. Donc il a ça sur le dos à s'occuper, et donc il commence à mener cette enquête sur le banana fish. En fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui lui est arrivé à son frère? C'est pas normal qu'il ait pété un plomb comme ça. Dans cette enquête, elle va être liée à un chef de mafia qui est aussi un peu le mentor de Ash. C'est quelqu'un qui s'est occupé de lui, mais qui lui a aussi fait beaucoup de mal tout au long de sa vie. Il l'a agressé aussi, il l'a vendu à beaucoup de gens, et celui-là va être dans ses pattes toute sa vie, il va lui faire tout le temps des grosses crasses. Ash, il a juste son gang, donc des gens qui lui sont très fidèles. Et putain, il va faire la rencontre de Eiji, qui vient du Japon. Eiji va devenir quelqu'un de très important pour Ash, parce que c'est la seule personne qui est autour de lui et qui ne lui vit pas de mal en fait, qui est tellement pure, qui va lui apporter beaucoup de soutien affectif, qui a beaucoup le rassurer. Et ça va être très important dans la suite. Sauf que malgré Eiji, il subit encore et encore. Oui, il a subi des tortures encore d'un militaire à un moment donné. Eiji a été son seul refuge pour pas péter un plomb en fait. Après on apprend à un moment aussi qu'il a un père et que son père c'est une enflure. Bah, déjà il traite son fils de pute, hein, ce qui est normal. Et il raconte aussi l'histoire de Ash quand il était tout petit, hein, genre 6-7 ans je crois. Un jour, il était rentré de son entraînement de baseball et dans un sale état, il a compris que son coach était un peu trop, on va dire, amical avec son jeune. Et plutôt que d'aller casser la gueule au gars ou d'aller porter plainte, hein, il dit à son fils, la prochaine fois tu te laisses faire, mais tu fais en sorte de te venger. Forcément, hein, c'est un gosse, hein, tu lui dis quelque chose comme ça, lui il prend au pied de la lettre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à l'âge de 7 ans, Ash est devenu un meurtrier. Donc forcément, c'était de la légitime défense. Puis il était trop jeune, donc il n'y a pas eu de conséquences. Mais ça montre déjà que le gosse, il a déjà pris bien cher. Un autre élément traumatisant pour Ash, c'est dans cette enquête de Banana Fish, donc ils vont découvrir que c'est une drogue, en fait, qui détruit les neurones des gens et tu peux un peu les obliger à faire n'importe quoi. Et il y a son meilleur ami, donc fidèle du gang, Shorter, à qui on va donner cette drogue. Et donc, vu que les gens autour d'Ash adorent lui rendre la vie misérable, qu'est-ce qu'ils vont dire à Shorter? Ils vont lui donner en pâture Eiji. Ils vont dire tue-le. Donc Ash il voit ça, il essaye d'intervenir, sauf que ben il y a Eiji et Shorter, quoi, les deux pour qui il tient le plus. Et Shorter, dans un moment de clarté, il lui demande de le tuer. Et Ash il a une arme, et bon, bah le gars c'est un as au tir, hein, dans tous les cas, donc il loupe pas son coup, et là il tue son meilleur ami de ses propres mains. Pour Ash c'est encore quelque chose de trop, quoi. En plus derrière ils vont voir qu'ils l'ont découpé, qu'ils sont sortis sans cerveau, enfin vraiment que des choses horribles. Derrière on va croire que c'est lui qui a vraiment voulu le tuer. Bon oui, c'est lui qui a appuyé sur
sur la gâchette, mais c'est pas à cause de lui qu'il est mort, donc il y a plein de potes à Shorter qui vont lui en vouloir. Enfin bon, il se passe plein de choses. Même le gars de la mafia, c'est vraiment pire dur. Et dans les derniers moments où on se dit, ah, je sais pas, enfin se venger, il va le buter, bah non, le gars il sourit et il se suicide. Comme ça, c'est lui qui a le dernier mot. Vraiment, c'est jusqu'au bout, le gars, il voulait vraiment me faire chier jusqu'au bout. C'est un truc de fou. L'histoire se tasse, les ennuis sont terminés, on va dire, et Eiji est rentré au Japon. Ash reçoit une lettre d'Eiji qui lui dit, qui l'invite de venir au Japon. Donc là, c'est une des plus belles choses qu'il a eues dans sa vie, et il sait qu'il doit y aller en fait. Il a rien à New York, il doit aller là-bas, il doit le rejoindre, c'est la seule personne qui compte pour lui. Et là, il est tout content, il s'empresse d'aller se préparer, d'aller prendre l'avion. Et là, il se fait planter par un ami de Shorter qui en avait toujours voulu à Ash, qu'il avait toujours tenu responsable. Mais même lui, au moment où il le plante, il est choqué, il se dit, mais d'habitude, t'es toujours sous tes gardes. Et là, ça y est, il a relâché la tension, il allait retrouver Eiji. Et après, bon, il y a cette scène où il va à la bibliothèque, il s'endort, hein, oui, parce que Ash, il dort encore dans sa bibliothèque, hein, on est bien d'accord. Et voilà, Ash... que j'adore. Alors, le prochain, on va partir sur Jojo. Alors, il n'y en a pas 36, mais quand je parle là de souffrance éternelle, normalement, il y en a un qui doit vous venir en tête. C'est bien sûr Diavolo de la partie 5. Donc, Diavolo qui a fait beaucoup de mal, mais est-ce qu'il méritait vraiment sa fin? Ouais, donc Golden Experience Requiem l'a plongé dans une boucle infinie de mort. Le mec qui meurt tout le temps, tout le temps, tout le temps. En boucle. Il peut pas s'en sortir. Donc là, ça fait depuis plus de 20 ans que le mec il souffre, hein. Je parle en termes d'écriture. Après, si on parle de la partie 6 qui se passe à la fin, on peut débattre. Est-ce qu'il est encore en train de souffrir? Est-ce qu'il a souffert très longtemps? Encore plus? Il souffre encore? Voilà. Mais je pense que là, on peut pas comparer, hein. C'est juste un truc de fou. Là c'est le délire de Kakashi, mais fois... Ouais, je voulais le mentionner, je m'étale pas trop là-dessus, mais voilà, fallait que je parle de Diablo. Pour le prochain, ça tombe bien qu'on vient de parler de mourir en boucle, parce que je vais parler de ReZero et de bien sûr Subaru. Donc Subaru, il est dans un... Donc c'est un isekai, hein. Il se retrouve dans un monde heroic fantasy, alors que le gars, c'était un gars, il bougeait pas de chez lui, là. Et il comprend pas trop ce qui se passe, ce qu'il doit faire, et il se fait tuer. Et quand il se fait tuer, hop, il respawn au même endroit, à un même endroit. Et donc là, il comprend qu'il doit essayer d'avancer dans l'histoire. Sauf que, donc il fait des rencontres, des gens qui commencent à tenir. Mais il y a toujours un moment où ça se passe mal, il se fait tuer. Il y a quelqu'un qui côtoie, qui le tue ou qui subit quelque chose de terrible. C'est sans fin en fait, le truc c'est vraiment sans fin. À un moment il est carrément obligé de se suicider parce que la situation dans laquelle il est arrivé elle est tellement terrible et il sait qu'en se suicidant il retournera dans le passé et il pourra corriger ça. Mais en arriver à se dire il faut que je me tue, c'est terrible. Et le gars, il est obligé de le faire. Et en fait, à un moment donné, carrément, il veut baisser les bras, mais il peut rien faire, il est bloqué. Donc il est obligé d'essayer. Mais il sait même pas quoi faire. Des fois, il sait pas. J'ai hâte de voir la suite parce que franchement, l'histoire, elle est vraiment bien. Et j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir, hein, parce qu'il y a vraiment une boucle temporelle là il arrive pas à avancer. Ouais, voilà, donc je voulais mentionner Subaru. Je sais pas ce que t'en penses. Pour le prochain, je vais parler d'un de mes mangas préférés. Ashita no Joe. Et je vais bien sûr mentionner Joe. Donc Joe, qui est un orphelin hein, au début, qu'on déteste hein, par son caractère arrogant, etc. Mais qu'on va finir par adorer, par son évolution dans la boxe, ses relations avec les jeunes de son quartier, sa relation avec Dampeg et bien sûr sa rivalité avec Rikishi. Et c'est ça qu'on va bien sûr mentionner, c'est Rikishi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rencontrés assez jeunes, ils ont développé une rivalité dans la boxe. Sauf que Rikishi a, on va dire, progressé beaucoup plus vite. Mais il y avait ce combat entre eux qui n'était pas terminé. Ils devaient s'affronter. Et les deux sont à un niveau très avancé, mais ils sont plus dans la même catégorie de poids. Rikishi décide de faire le régime pour pouvoir combattre Joe, car c'est très important par rapport à eux, c'est une question d'honneur. Tout le monde autour de Rikishi lui dit de ne pas le faire, c'est monstrueux le régime qu'il doit se taper, mais il le fait. Donc il se tape un régime hardcore, le gars il est tout maigre, mais il arrive à monter sur le ring et à affronter Joe. Il le bat même, il bat Joe. Mais sauf que ce combat vire au drame parce que quelques minutes seulement après le combat, Rikishi décède. Et là on parle... Oh, c'est terrible. J'ai eu beaucoup de mal après ce chapitre. Je me rappelle, j'étais partie courir, me vider la tête tellement que c'était horrible. On parle de quelque chose qui est tellement traumatisant dans la lecture qu'il y a carrément eu à l'époque au Japon des centaines de gens qui ont fait des funérailles pour Rikishi. Hein. C'est véridique. C'est à ce point-là touchant. Enfin, touchant, traumatisant. Et donc Joe, il est en mode
je viens de tuer Rikishi, mon rival, celui qui a fait tous ses efforts pour m'affronter, cet amoureux de la boxe, et ben moi je l'ai tué de mes propres poings. Une des seules personnes qui comptaient pour moi, je l'ai tué de mes propres poings. Je suis un monstre, je suis maudit. Donc Rikishi, voilà, il est bien sûr mort des suites des coups répétés à la tête. À un moment, il est même tombé sur les cordes, et ça a été un coup qui a été fatal également. Et puis il était très faible à cause de son régime. Donc derrière ça, Joe, il va être un peu traumatisé. Il va même plus vouloir en fait frapper les gens au visage, hein, tellement qu'il a été traumatisé. Derrière, il va rencontrer Carlos, en fait, donc un autre boxeur, qui est un peu comme lui par rapport aux enfants, aux orphelins et tout. Donc il va un peu se retrouver en lui. Et grâce à Carlos, il va réussir à renouer avec la boxe, à taper au visage, etc. Ils vont faire un combat extrême, hein, eux aussi. Et quelques temps plus tard, il revoit Carlos et il voit qu'il est dans un état monstrueux. Le gars, il a un pet au casque en fait. Il est plus du tout. Enfin, il est plus très conscient quoi. Il est un peu bizarre. Une fois de plus, ses poings ont touché quelqu'un en très mal. Il se sent coupable. Il sait il est vraiment maudit. Ses poings tuent les gens en fait. Mais bon, malheureusement, la boxe, c'est la seule chose qu'il a. C'est la seule chose avec laquelle il s'exprime et il arrive à peut-être inspirer des gens. Voilà quoi. C'est que ce qu'il a. Et en plus, petit à petit, il va se passer quelque chose que on se rend pas compte, mais en fait, en relisant, on voit que ça a été amené petit à petit. Et c'est Yoko qui va le dire très franchement, c'est que Joe, il est drunk punch. En fait, c'est une maladie du boxeur. C'est à force de s'être pris des coups à la tête, il devient un peu toki, quoi. Bah, un peu comme Carlos, quoi. Et Joe, en fait, c'est ce qui est en train de lui arriver. Et donc, il faut qu'il arrête la boxe, sinon ça va être irréversible. Mais Joe, il écoute pas, il a que ça. Et fait son dernier combat. Combat incroyable, hein. En 15 rounds, je crois, ou 10-15 rounds. Combat où les deux, ils ont tout donné, hein. L'autre, c'était chef, il était père de famille, hein, mais franchement, il est allé jusqu'au bout, même en sachant tout sur Joe. Et à la fin, Joe, il avait tellement tout donné qu'il s'est éteint sur le ring. Enfin, là aussi, hein, c'est sujet à interprétation. Je pense que Joe est quelqu'un qui a beaucoup souffert psychologiquement parce que ses points ont fait subir aux autres malgré tout. C'est donc quelqu'un qui était plein de culpabilité et en plus son coach Dom Payne n'a pas vraiment réussi à l'aider sur plein de choses, il a même pas réussi à l'empêcher de faire ce dernier combat. C'était très triste comme histoire, mais un excellent manga. Il n'y a rien à dire. Pour le prochain, on va encore parler d'un protagoniste, c'est Kaneki Ken. Donc Kaneki Ken de Tokyo Ghoul. Au début, c'est un petit jeune inoffensif qui va tomber amoureux d'une fille, il sort avec elle, qu'est-ce qui se passe? Elle le bouffe. Bon, elle essaye, hein, presque, elle finit pas, presque le tuer. Il reçoit ses organes et c'était une goule. Sauf qu'il se réveille, il n'y a personne pour l'aider, il comprend pas ce qui se passe, il n'arrive plus à manger. Il comprend très vite qu'il est devenu une goule. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il connaît personne. Il peut plus voir son meilleur ami, ça serait trop dangereux. Donc là, le mec, il est seul, il est vraiment seul. Bon, après, il va faire la rencontre des gens de l'antique, mais qui eux sont des ghouls de base, quoi. Donc lui, il a vraiment le cul entre deux chaises, humain-ghoul, ça va être quelque chose qui va le suivre énormément. Derrière, il y a la fameuse scène de la torture avec Yamori, alias Jason. Alors c'est là que Kaneki est parti en cacahuète, hein, clairement. Le gars, pour aucune raison valable, en fait, il lui demandait rien en échange, mais il l'a torturé pendant, je crois, une dizaine de jours. Il lui coupait les membres, il lui a foutu le centipède dans le cerveau. Donc il a tous ses membres qui ont dû repousser en permanence parce qu'il était coupé de partout, etc. Je crois qu'il a même tué quelqu'un qu'il connaissait sous ses yeux et il lui a fait un peu genre enfin, il lui a fait se rendre coupable de ça en plus. Donc Kaneki dans sa tête, ça allait plus du tout. Tellement qu'il a subi de stress. Il a eu les cheveux qui sont devenus blancs, donc c'est le syndrome de Marie-Antoinette. Et en fait, il voulait se faire tuer, mais le gars le faisait pas, il comprenait pas. En fait, il pouvait rien faire. Et en plus, le gars, il l'obligeait à compter pour qu'il puisse garder ses esprits et subir toutes les souffrances qu'il lui infligeait. C'était vraiment horrible comme scène, mais qui va apporter beaucoup de changements à Kaneki parce que derrière, il va un peu commencer à développer des nouvelles personnalités, hein, Kaneki, clairement. Bon, en même temps, avec ce qu'il subit, c'est pas étonnant. Donc là, on est dans la première partie de Tokyo Ghoul, donc Tokyo Ghoul normal. Il y a deux autres événements, je pense, dans cette partie-là qui ont participé à toute cette souffrance de Kaneki. C'est vers la fin, avec Ide. Donc pour ceux qui ont regardé l'anime, je suis désolée, mais lisez le manga, hein, parce que là, ça n'a rien à voir. Je vais beaucoup spoil le manga, là. Mais c'est très subtil, mais bon, on comprend hein, ce qui se passe après, je pense. Peut-être même sur le coup, on se pose une grosse question. Mais en fait, Ide se présente à Kaneki à un moment où il est très affaibli.
Et là, en fait, il lui dit qu'elle a toujours su que Kaneki était une goule et qu'il l'a toujours soutenue. Et là, il lui dit j'aimerais bien t'aider. Donc qu'est-ce qui se passe? Kaneki le bouffe en fait. Donc là, il a bouffé son meilleur ami, super. Et en plus derrière, il combat Arima, donc la crème de la crème dans les inspecteurs. Il se fait lyncher, il se fait transpercer l'œil là, ou le cerveau, je sais plus, ce qu'il a détruit physiquement, enfin le summum de la douleur là. Et après, on est dans Tokyo Ghoul Re et on voit que le gars, il a complètement changé de personnalité, c'est devenu un inspecteur. On comprend en fait, tellement qu'il a subi de choses, le gars il a changé de personnalité pour se protéger en fait. Ça on comprend pas avec l'animé, parce que il subit rien en fait à la fin de Tokyo. Enfin, il y a l'idée qu'il meurt, mais c'est rien à voir. Du coup, il y a dans Tokyo Ghoul Re, petit à petit, il va retrouver ses souvenirs, donc là aussi ça va être très compliqué pour lui. En plus, à un moment donné, quelque chose d'autre que je trouve que j'ai trouvé très terrible pour Kaneki, c'est qu'à un moment il est obligé d'affronter les je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était des sortes de soldats qui avaient été créés à partir d'enfants, là. Il a dû tous les bouffer, enfin, c'était vraiment horrible aussi pour lui. Alors voilà, je pense que Kaneki, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Pour le prochain, je vais parler de Major. Donc, je pense que vous êtes beaucoup à pas connaître. Donc là, je vais grave spoiler, même si c'est au début que ça se passe. C'est un événement majeur qui va définir beaucoup de choses sur le reste de l'histoire. Donc, ne regardez pas et testez Major, franchement, dès le début, vous serez au courant de toute façon de ce dont je veux parler. Et dans Major, ce n'est pas Toshi que je vais mentionner, même si lui aussi il a pas mal subi, mais c'est Gibson. Donc Gibson qui, dès le début, crée on va dire, la péripétie un peu principale et qui va avoir beaucoup de conséquences sur le reste. D'un lancer, il tue le père du protagoniste. Voilà, sa balle a atterri dans sa tête, et derrière, le choc a été trop puissant, il n'a pas tenu la nuit. Donc Gibson, au début, on le voit un peu comme un connard, parce qu'on a l'impression qu'il s'est énervé, qu'il a jeté comme ça. Mais en fait, on apprend que non, et il se sent extrêmement coupable. Il va jusqu'à mettre un coup de poing avec sa main, qui est pourtant très précieuse pour lui, parce que c'est avec ça qu'il gagne son pain, c'est avec ça que c'est un super sportif. Il est tellement énervé contre lui-même, il se sent tellement coupable qu'il donne un coup. Il va aller voir en fait donc Goro, le protagoniste, qui vient de perdre son papa et qui a genre 5 ans. Il s'excuse auprès de lui. Bon, Goro c'est un gosse, donc forcément il lui en veut, mais bon. Et derrière en fait Gibson, il veut se racheter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reste au Japon et il se dit qu'il va tout donner dans ce sport que les Japonais adorent. Il va inspirer les jeunes Japonais pour l'honneur en fait de Shigeno. Cependant, ce qui va se passer, c'est que sa famille, en fait, ils vont en avoir ras-le-bol et ils vont vouloir rentrer aux États-Unis. Mais lui ne veut pas. Il insiste pour rester et tout donner pour les fans japonais. Donc sa mère et sa fille, elle rentre. Donc en fait, son fils, il a un fils aussi. Lui, il a beaucoup subi de harcèlement à l'école, justement, déjà pour être étranger et par rapport à son père, etc. Et sa mère et sa fille qui sont rentrées ont eu un accident de voiture mortel, donc les deux sont mortes. Le fils s'est retrouvé complètement seul, il en voulait à son père énormément. Donc Gibson, au bout d'un moment, il se rend compte en fait qu'il a fait encore n'importe quoi. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Sa décision n'était pas mauvaise, on va dire. C'est compréhensible, il se sent tellement coupable, il veut essayer de faire quelque chose de bien. Mais derrière, il a délaissé sa famille, les gens qui comptent le plus pour lui. Et derrière, il a attisé la haine de son fils. C'est terrible. Non, franchement... Et tout ça parce que il a juste voulu faire sa passion, quoi, jouer au baseball, c'est tout. Et histoire malheureusement très triste, mais Major, c'est ça, c'est du drame, c'est dans le titre. Dramatique baseball. Derrière, on repart sur Gintama. Donc, bien sûr, encore beaucoup de spoil, parce que là, je vais parler d'un personnage qui est introduit très très tard dans l'histoire et qui pour moi a énormément subi. C'est Utsuro. Donc Utsuro, c'est un être un peu particulier. Il est, on va dire, quasi immortel. Ce qui lui a valu d'être pourchassé et tué à maintes reprises. Tué en boucle. Un jour, il était enfermé. Pendant tellement longtemps qu'il a réussi à s'échapper parce que sa prison a rouillé. Ce qui s'est passé pendant tout ce temps, c'est que il a développé plusieurs personnalités, tellement qu'il a souffert. Et certaines de ces personnalités voulaient se venger. Donc après, il s'est mis à chasser les humains et à les tuer pendant des centaines d'années. Il a même fait partie d'une sorte de, on va dire, un groupe de mercenaires. Et voilà, son objectif c'était de buter des humains. Mais dans toutes ces personnalités, il y en a une qui à un moment a réussi à reprendre le dessus, c'est celle de Shoyo. Shoyo qui lui était un être plein de bonté, qui a rencontré Gintoki, avec qui il a fondé l'école. Shoyo était une opportunité pour Utsuro de s'en sortir et d'aller beaucoup mieux. Sauf que malheureusement, j'ai déjà expliqué ce qui se passe avec Shoyo.
il va se faire couper la tête par Gintoki. Et à ce moment-là, Utsuro est la dernière personnalité qui reste en vie. Et en fait, tout ce qu'il veut, lui, c'est se faire tuer. Il a tellement subi qu'il faut que ça arrête. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez fort quand même. Hein. Déjà, toutes les histoires de dédoublement de personnalité, ça montre des grosses souffrances. Et là, en plus, on parle de centenaires de souffrances, donc forcément, il avait sa place dans le top, le petit Utsuro. Ensuite, je parle à nouveau d'un protagoniste qui est très très connu, et c'est Eren. Donc là, oui, bien sûr, je vais spoil la fin. Eren, pour moi, il a beaucoup subi. Bon, déjà, tout au long de l'histoire, on le voit, il perd sa mère, il perd des camarades. Malgré son pouvoir de titan, il se sent impuissant, il se sent coupable de plein de choses. Donc ça, c'est déjà des choses qu'il a subies malgré son jeune âge. Mais bien sûr, le plus important, c'est pas ça, c'est quand il découvre la vérité. Que c'est lui, en fait, qui a été coupable de toutes ces choses, hein, c'est lui qui a créé les horreurs qu'il a subies, en fait. Et que derrière, il doit causer le plus grand génocide que l'histoire n'ait jamais eu, c'est-à-dire décimer plus de 80% de la population. Et il va le faire. Il va aller jusqu'au bout et il va laisser ses amis avoir le beau rôle. Mais c'est terrible parce qu'en fait, lui, tout ce qu'il a voulu faire, c'est les protéger eux, les mettre eux à l'abri. Mais pour faire ça, il a tué sa mère, il s'est sali les mains comme jamais. C'est des décisions qui sont discutables, hein. Franchement, on peut se demander si sacrifier sa mère, c'était une bonne chose. Oui, il avait besoin d'une raison, mais au final, c'est, on va dire, contre-productif parce qu'il a voulu sauver les gens proches de lui, mais il en a tué un pour ça. Et même, il a perdu Sacha, ça aussi, il le dit, c'était pas prévu. Je pense que le gars, il était quand même dépassé par tout ce qu'il avait, et lui, tout ce qu'il voulait, c'était la liberté, mais au final, sa recherche de la liberté, c'est devenu sa prison. Alors derrière, je pense qu'il y en a certains qui vont rigoler, mais pour moi, c'est très personnel là, mais pour moi, je devais en parler. C'est Luffy. Pour moi, je pense que vous voyez tous de quelle scène je veux parler. Elle m'a traumatisée. Alors, c'est peut-être parce qu'à l'époque, j'avais 13 ans quand j'ai vu la scène, mais encore aujourd'hui, c'est une des scènes que j'aurai toujours autant de mal à la regarder, qu'elle va autant me faire pleurer. Donc, bien sûr, je parle de la scène quand son frère meurt. Qu'est-ce qui est terrible dans ça? C'est que déjà, pendant plusieurs arcs, il lui court derrière, il essaie de le sauver. À chaque fois, il est pas très loin, on a toujours de l'espoir. Et puis dans l'arc Marineford, plusieurs fois, Ace manque de se faire exécuter. Et il y a toujours quelque chose qui le sauve. Donc il y a eu Crocodile, après il y a eu le Haki de Luffy, puis après Luffy qui arrive et qui a réussi à lui enlever les menottes. Donc forcément, on y croit à 100%. Ils sont libres, c'est magnifique leur combat ensemble. Et là, la pire des choses arrive, Ace se sacrifie pour le sauver. Donc pour Luffy, Ace c'était un modèle, c'était depuis tout petit, hein. Toujours regardé, c'était son grand frère, c'était son modèle. Et là, il l'a tué en fait. Enfin, il l'a tué. C'est à cause de lui qu'il est mort. Bon, bien sûr, hein, il était pas venu jusqu'ici, il aurait même pas eu ces quelques minutes en plus. Mais c'est pour dire. Et en plus, il est mort dans ses bras. Et à ce moment-là, Luffy, en plus de cette vision d'horreur, il était seul. Il avait passé Nakama. Son grand-père l'a pas aidé. Et là, il s'est dit, j'ai plus de frère. Parce que pour lui, il avait déjà perdu sa beau. C'est terrible. Et on voit bien quand il se réveille, comme dans quel état il est. Il pense pas du tout à son équipage. Il se dit juste qu'il a perdu Ace, il veut tout casser et le gars il arrive pas à s'en sortir. Donc voilà, là, souffrance plutôt balèze, hein. C'est peut-être plus pour moi au final, je sais pas, mais je voulais absolument en parler. Alors derrière, je vais mentionner certains personnages qui m'ont moins marqué, mais je pense que leur souffrance, elle a quand même lieu d'être présentée. Donc certains, je vais passer très vite en revue dessus, parce que comme j'ai dit, vu que ça m'a marqué, il y a moins de détails que j'ai envie d'évoquer, mais peut-être que c'est quelqu'un qui pour toi mérite d'être ici, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc pour moi il y a Riku de Rikudo déjà. Le gars dès qu'il est gosse, hein, il a fait des choses assez terribles, il a vécu des choses très terribles. Pareil dans sa carrière de boxeur, hein, je pense que vous savez. Et il y a tout un traumatisme qui combat dans toute l'histoire, donc là pour le coup, il a sa place. Après dans Vinland Saga, il y a deux personnages pour moi qui ont beaucoup souffert. D'abord, il y a Thorfinn. Thorfinn, il était obsédé par la vengeance et il a tout fait pour avoir un combat d'Achelat. Et il s'est sali les mains, il a tué des innocents. Une fois qu'Achelat n'était plus là, donc il a même pas suivi sa vengeance, le gars était perdu, il avait plus rien, il s'est laissé aller, il est devenu un esclave. Enfin, bon. Dès qu'il a rencontré Einar, il a repris goût à la vie et là, il est voulu devenir quelqu'un de bien. Sauf que il avait fait beaucoup de mal avant. Et c'est là que tout retombe, la culpabilité. Il faut qu'il se rachète en fait. Et le personnage de Hild va beaucoup jouer par rapport à ça, elle va beaucoup forcer en fait Thorfinn à travailler sur lui-même et à se prouver. Et en fait quand on voit tous les cauchemars que Thorfinn a, c'est vraiment horrible. Le gars, putain,
il a vraiment du mal à s'en sortir. Même après qu'il ait une femme, qu'il ait un enfant, il est toujours rattrapé par son passé. Donc voilà, je voulais en parler. Deuxième personnage de Vinland Saga, pour moi c'est Arnès. Donc celle qui découvre sur la ferme de Ketil. Donc elle avait une vie super paisible dans son village, sauf que les hommes ont décidé d'aller chercher des embrouilles à côté. Les femmes sont restées seules, elles se sont fait attaquer, elles sont devenues esclaves. Elle avait un fils, on a tué son fils parce qu'une femme avec un enfant, ça se vend beaucoup moins bien. Elle est devenue la maîtresse de Ketil. Son mari était toujours en vie, il a essayé de venir la sauver quand Ketil n'était plus là, sauf qu'il s'est fait tuer. Et elle, dès que son maître a appris qu'elle avait voulu partir avec son homme, il a pété un plomb. Alors que lui, il était assez gentil, mais là, il a pété un plomb. Il l'a frappée, mais tellement frappée qu'elle a perdu le bébé qu'ils avaient tous les deux et elle est morte des coups. Ah, c'était vraiment, vraiment violent, je trouve, et elle a un destin très tragique. Donc, mention à Yakimaru de Dororo. Donc là, on part sur un personnage qui, dès sa naissance, a été vendu au démon par son père. Il n'avait pas vraiment de corps, il n'avait aucun sens. Toute sa vie, c'est une quête pour les retrouver, en fait, battre les démons qui lui ont volé son corps. Et cette scène absolument dingue, où il découvre la colère, on va dire. Hein. La première personne qui lui donne beaucoup d'affection meurt d'une manière très tragique et là il explose sa colère et il devient quelqu'un de méconnaissable. Il a beaucoup subi parce qu'en plus on le tient comme responsable de tous les maux qui se passent sur le terrain bien sûr. Hein. Donc il n'y a pas grand monde de son côté. Petite mention à Takemichi de Tokyo Rangers. Là aussi on est dans un délire un peu comme Subaru où il doit réessayer encore et encore pour arriver à un meilleur futur. Bon là, il n'y a pas la mort, hein, mais bon, il y a quand même les échecs. Et c'était dur par moments aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans Tokyo Rangers. Hein. Il y a eu des morts très tragiques et Takemichi, il en a vu plus que les autres qui ne se souviennent pas de toutes les dimensions, bien sûr. Donc voilà, bravo à Takemichi quand même de n'avoir rien lâché parce que c'était pas évident. Un autre personnage qui, pour moi, je trouve a quand même pas mal subi, c'est Kiroa. Il vient d'une famille d'assassins, il a été torturé toute son enfance pour ne plus subir les poisons, les décharges électriques, toutes ces petites choses sympas. Et on l'a aussi appris à devenir un assassin, forcément, donc à tuer. Le gosse, il a 12 ans, c'est un expert. Sauf qu'il va faire la rencontre de Gon. Gon qui est un rayon de lumière et qui va le faire changer. Sauf que malheureusement, son Gon, il va arpenter un chemin beaucoup plus sombre que celui sur lequel lui-même était. Et il va se sentir impuissant, il va pas réussir à le retenir. Killua, quand même. Beaucoup de souffrance aussi chez ce personnage, je pense. Le prochain personnage vient d'un manga que je n'ai pas terminé, mais j'avais quand même découvert son histoire et je la trouve terrible, vraiment tragique. C'est Meliodas dans Seven Deadly Sins. Le mec, ça fait 3000 ans en fait, qu'il est destiné à voir la femme qu'il aime mourir. 3 jours après qu'elle ait retrouvé la mémoire, en fait, qu'elle se rappelle que ce sont des amoureux, enfin voilà, des amants. Et 3 jours après, elle meurt. Et puis elle renaît, et puis il la voit grandir, et il sait à quoi il va être destiné. Mais bon, c'est comme ça. Franchement, super histoire. C'est dommage que le reste n'aimait pas plus autant, parce que là, c'était quand même très solide. Après, on repart sur One Piece. Il y a plusieurs persos que j'ai envie de mentionner. D'abord, il y a Nami. Nami, qui a été une esclave hein, pendant plus de 10 ans, qui s'est fait passer pour traître et donc qui a subi énormément de la part d'Arlong, que ce soit de violences physiques ou après des coups en traître hein, qu'il lui a fait avec l'argent et tout. Vraiment, pour Nami, c'était pas évident. Après, on a aussi Robin. Donc là, Robin, elle a perdu tous les gens qu'elle connaissait. Bon, déjà, avant ça, elle avait subi, hein, elle se faisait harcelée parce qu'elle avait un pouvoir démoniaque. Donc après l'île, ce qui s'est passé, elle perd sa mère qu'elle vient à peine de retrouver. Elle perd tous les scientifiques qu'il avait acceptés et qu'il avait élevés en quelque sorte. Et derrière ça, eh ben, elle est en cavale depuis plus de 20 ans. Et pendant 20 ans, hein, elle avait personne en qui se confier, chez qui se reposer parce que tout le monde lui faisait des sales coups et voulait la prime sur sa tête. Donc elle était toujours sur ses gardes, elle se faisait toujours trahir, et encore, et encore, et encore. Et puis maintenant, elle voulait pas, elle se sentait coupable par rapport à l'équipage, parce que du coup elle est recherchée, mais bon, au final, hein, c'est tous des gros tarés, ils sont tous recherchés, donc elle les a bien trouvés quand même. Donc beaucoup de souffrance, mais maintenant on peut dire que c'est terminé, donc c'est quand même une bonne chose. Pareil pour Nami, hein. Le prochain, toujours dans One Piece, c'est Law. Je trouve que Law, il a une histoire de dingo aussi, hein. Le gars, il a subi une maladie comme les autres de sa famille et je sais plus si c'était une île ou un village. On les a traités enfin, en paria en fait, comme s'ils avaient une maladie virale, alors qu'en fait non, c'était juste un poison qui est né et c'était pas du tout transmissible. Mais à cause de ça, le gouvernement les a complètement abandonnés alors que
sa patrie avait justement beaucoup aidé au gouvernement à se faire du fric. Derrière ça, il a été le seul survivant. Et il a perdu confiance en l'humanité, complètement. Le gosse a... Ouais, je sais pas quel âge il a, là, quand il est chez Dofi, 10 piges. Il veut juste profiter des derniers temps qu'il a pour faire le chaos, en fait. Sauf que il y a Corazon qui arrive, et lui, son but, hein, c'est de dégoûter les gosses pour qu'ils soient pas dans la bande à Dofi. Et donc il va essayer avec Lo, mais Lo, il a la tête dure. Et dès qu'il apprend qu'il a le dé, il va tout faire pour le sauver. Il va réussir à lui trouver le fruit qui va le sauver, mais du coup il va perdre Corazon. Et ça c'est fou parce que Corazon il a donné sa vie pour lui. Et il apprend qu'il est mort de la pire des manières, c'est-à-dire quand son fruit ne fonctionne plus et que ses pleurs résonnent dans l'air. Pas cool son enfance non plus. Et en dernier, je vais parler de plusieurs personnages. Donc eux aussi, ils ont subi de la main de Doflamingo. C'est Kiros et les autres pantins. Pour moi, là, on est sur un délire de fou, c'est-à-dire perte de mémoire. Enfin, pas chez les victimes, mais chez les proches des victimes. C'est-à-dire que tous ceux qui sont transformés en jouets, là, et ben tout le monde les a oubliés, donc leur famille ne les connaît plus. Et en plus, ils sont obligés d'obéir aux ordres et ils deviennent des esclaves. Donc la nuit, ils travaillent pour un marché noir d'armes, etc. Et la journée, ils essaient d'aider leurs proches qui les ont oubliés. Et parmi ces pantins, il y a Kiros. Kiros qui a été transformé et qui a vu sa femme lui mourir entre les mains. Sa femme qui ne se rappelait plus de lui et il pouvait même pas sentir la chaleur de son corps. C'était tellement, tellement frustrant cette scène. Et puis derrière, il a sa fille qui elle aussi l'a oublié et qui en plus subit tellement du reste et il peut rien faire. Il est impuissant, la seule chose qu'il fait, c'est lui mettre une épée entre les mains et lui apprendre à combattre. Et ça, pour un père, c'est pas possible. Surtout pour un guerrier pareil, pour lui, il devrait pouvoir la protéger, mais il est impuissant. Donc ouais, voilà. Encore une belle histoire qui nous avait été servie par Oda. Là, il y a de quoi faire. Donc j'ai fini. J'espère que ça t'a plu, que t'as trouvé ça intéressant. Je crois qu'il y avait une vingtaine de persos, donc ça fait pas mal. Bon, il y en a pas mal sur lesquels j'ai pas donné énormément de détails, mais je pense que ça fait déjà une vidéo assez longue. Alors n'hésite pas à me dire si il y en a que je n'ai pas mentionné. Alors évite de spoil, tu peux mettre juste le nom et le manga, hein, comme ça les gens curieux vont peut-être aller découvrir par eux-mêmes. Est-ce qu'il y en a de mangas que j'ai mentionné mais je n'ai pas mentionné le personnage? C'est possible, n'hésite pas à me dire. Et qu'est-ce que tu penses des persos que j'ai mentionnés? Est-ce qu'il y en a qui t'intéressent du coup, que tu veux découvrir? Enfin, voilà, dis-moi tout en commentaire. Lâche un petit pouce, abonne-toi, ça me fera plaisir, ça fera vivre la chaîne, c'est ce qu'il faut. Il faut continuer à faire vivre la passion. Et s'il vous plaît, tout le monde, regardez Gintama, lisez Gintama. Voilà, ça c'est mon but premier, c'est ça. Mais voilà, c'était un plaisir. Salut!